Monsieur le maire, Madame la présidente de l'Association des Amis de la Raste, Mesdames, Messieurs, c'est avec un réel plaisir que je prends part aujourd'hui à ce colloque international consacré à la souveraineté sur les ressources naturelles et l'application effective du droit international et européen au Sahara occidental. Je voudrais avant toute chose exprimer la gratitude et les sincères remerciements du peuple et des autorités sahraouies aux organisateurs de ce colloque, l'Association des Amis de la Raste, qui, malgré l'adversité, les contraintes et les pressions de toutes sortes, nous accompagne avec générosité, fraternité et détermination depuis les premiers jours de l'agression marocaine, c'est-à-dire depuis plus de 40 ans. Nos remerciements et gratitude vont également à ses partenaires, la ville de Gonfreville-Lorcher, jumelée depuis 1993 avec la Daïra de Jérévière, son comité de jumelage et d'échanges internationaux, la plateforme de solidarité avec le peuple du Sahara occidental et l'Observatoire universel international du Sahara occidental. Je remercie également les éminents professeurs, personnalités politiques et toute l'assistance à ce colloque. Mesdames, Messieurs, 43 années après l'interruption du processus de décolonisation par l'invasion marocaine en 1975, le Sahara occidental, en tant que territoire non autonome, demeure à l'agenda du Comité de décolonisation des Nations Unies, justiciable du droit inaliénable et imprescriptible à l'autodetermination et à l'indépendance. L'invasion militaire marocaine de 1975 revêt de briser notre peuple. Mais malgré tous ces efforts, malgré la débauche d'argent, malgré l'aide militaire, financière, diplomatique et politique, en particulier d'anciennes puissances coloniales européennes et des monarchies du Golfe arabique, il n'est arrivé à rien. La race est aujourd'hui membre fondateur de l'Union africaine, et le Maroc, après un boycott de plus de 3 décennies, a été obligé de demander sa réadmission et siège actuellement aux côtés de la République arabe sahraoui démocratique comme membre de l'Union africaine. Le peuple sahraoui reste fondamentalement uni et se reconnaît dans l'instance unique qu'est le Front Polisario, mouvement de libération nationale, dans la grande tradition de la décolonisation. Notre peuple s'organise par ses statuts, ses lois, ses élections, dans un régime fondé sur l'égalité de tous et respectant pleinement les droits des femmes. Mesdames, Messieurs, depuis 1991, l'exécution du plan de règlement des Nations Unies pour un référendum au Sahara occidental a été reportée année après année. Ce ne sont ni les appels à son application contenus dans les différentes résolutions du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale des Nations Unies qui ont fait défaut. C'est le refus obstiné du Maroc à toute consultation démocratique et surtout la complicité dont il jouit au sein du Conseil de sécurité et au niveau de l'Union européenne qui ont empêché la tenue du référendum accepté par les deux parties et la communauté internationale et dont le mandat d'exécution a été confié à la mission des Nations Unies pour un référendum au Sahara occidental. Oui, la complicité de l'Union européenne au nom d'intérêts économiques sordides au Maroc et au Sahara occidental, qui ont servi à pérenniser à ce jour le conflit, avec toutes ses conséquences pour les peuples sahraouis et marocains, pour l'ensemble de la région maghrébine, pour la sécurité et pour les relations euro-maghrébines. Nul n'ignore que ce sont les convoitises économiques qui animent avant tout les appétits expansionnistes du Maroc. Et pour cause, le Sahara occidental dispose d'un potentiel économique important. Une côte des plus poissonneuses du monde, longue de plus de 1000 km, un important gisement de phosphate de haute teneur, exploitable à ciel ouvert, en moins de 100 km de la côte. À titre d'exemple, annexant le Sahara occidental, la mine de Bokra au Sahara occidental, le Maroc contrôlerait plus de 65% de la production mondiale de ce minerai stratégiquement important pour l'agriculture et l'alimentation dans le monde. Il y a aussi du fer, de l'or, de l'uranium et d'autres minerais, mais aussi un potentiel en pétrole et gaz. L'agriculture, notamment des tomates et melons, a aussi une place appréciable
étant donné la qualité de l'eau et du climat dans la région de Dakhla, où les Français assurent et Idil, en collaboration avec les domaines royaux, exploitent plus de 500 hectares. Voici maintenant 6 années que nous travaillons sur la reconnaissance de nos droits du peuple par l'Union européenne, pour que l'Union européenne se départit de sa position illégale et immorale vis-à-vis du peuple sahraoui, et pour qu'un terme soit mis à l'exploitation illégale et le pillage par le Maroc des ressources naturelles du Sahara occidental, qui constitue un obstacle majeur à une solution politique de la question du Sahara occidental. Dans ses arrêts du 21 décembre 2016 et du 27 février 2018, la Cour juge que l'inclusion du territoire du Sahara occidental enfreindrait plusieurs règles de droit international général applicables dans les relations entre l'Union et le Maroc, notamment le principe de l'autodétermination, ou encore que les accords entre l'Union européenne et le Maroc ne sont pas applicables au Sahara occidental en raison de son statut séparé et distinct du Maroc et de l'absence du consentement à cela du peuple de ces territoires pour la voix de son représentant, le Front Polisario. Ces décisions ont confirmé le droit du peuple du Sahara occidental à travers le Front Polisario à protéger et préserver ses intérêts dans les ressources naturelles du Sahara occidental et de ses eaux adjacentes. Ces décisions complètent et renforcent les résolutions du Conseil de sécurité et offrent la possibilité de maintenir sa position historiquement sans équivoque, à savoir que le Maroc n'a aucune souveraineté sur le territoire du Sahara occidental et donc aucune sur ses ressources naturelles, comme il a été réaffirmé par la Cour internationale de justice, mais aussi par l'Union africaine. L'impact des décisions de la Cour de justice de l'Union européenne est d'une grande importance. Sur le plan économique, de solides fondements juridiques qui permettent de lutter contre l'exploitation illégale des ressources naturelles du Sahara occidental et codifient l'obligation incombant aux États ainsi qu'aux organisations régionales et internationales de protéger et de préserver les droits du peuple du Sahara occidental. Un message clair au monde entier, selon lequel l'exploitation illégale des ressources du Sahara occidental sera confrontée à des défis juridiques et à des conséquences concrètes. Le changement général d'atmosphère a été reflété dans les actions des tribunaux nationaux hors de l'Union européenne. Par exemple, en mai 2017, les autorités panaméennes ont arrêté pendant quelques jours un navire à destination du Canada transportant des phosphates exploités illégalement pour la Compagnie nationale marocaine des phosphates, l'Office marocain des phosphates. Et les autorités judiciaires sud-africaines ont arrêté le navire Sherry Bolson de Marshall Island, chargé de phosphate, et au terme d'un jugement, la Cour sud-africaine a décidé que la cargaison est propriété du Front Polisario et de la RAST. À cet égard, il faut dire que le climat général, comme je disais tout à l'heure, a considérablement évolué. Alors qu'avant la décision de la Cour, en 2016, 15 compagnies et 13 pays exportaient du phosphate du Sahara occidental, générant quelques 200 millions de dollars pour le Maroc. Fin 2018, il est prévu que seules 3 compagnies et 2 pays, la Nouvelle-Zélande et l'Inde, vont continuer à acheter du phosphate de Boukra pour une valeur d'à peine 50 millions de dollars. Je rappellerai que même quand le prix du phosphate atteignait en 2008 400 à 450 dollars, cela générait à peu près 800 millions à 1 milliard de dollars. Alors que ça, c'est l'effet de la décision de la Cour et des décisions des tribunaux d'arrestation du bateau transportant le phosphate pour le Canada et l'autre pour la Nouvelle-Zélande. Tout proche de nous, depuis l'affaire du navire K-Bay, qui avait accosté ici à Fécamp et qui transportait de l'huile de poisson, aucun transporteur n'a été vu au port de la Lune depuis cette arrestation.
Alors que normalement, ce bateau faisait 2 à 3 rotations par an pour amener l'huile de poisson. Maintenant, ce bateau va à Nouadhibou, en Mauritanie, ou Tantan, au Maroc, pour amener l'huile de poisson. Je ne sais pas s'il y a peut-être connivence, si l'huile est transportée par citerne, mais en tout cas, le bateau n'accoste plus au port de l'Aïoun pour amener le phosphate comme il le faisait toutes ces années. De même, il faut signaler le retrait de toutes les compagnies d'exploration pétrolière à l'exception de St. Leon, Irlande. Il y avait la française Total Fina, il y avait l'américaine Kermagui, l'américaine Cosmos, la britannique Cairn, la suisse Glencore. Toutes se sont retirées et seule aujourd'hui, dans l'exploration pétrolière, reste la petite entreprise ou compagnie pétrolière irlandaise St. Leon. Des sociétés de transport maritime ont aussi, dont LT England, basée sur l'île de Man, ont décidé de ne plus transporter de cargaisons au Sahara occidental et l'ont déclaré publiquement. Mais cela ne veut pas dire que l'exploitation est terminée. Mais en tout cas, les effets de la Cour, la décision de la Cour, sont extrêmement importants et déjà ressentis au niveau économique. Sur le plan politique, la saisie de la Cour de justice de l'Union européenne de la question du Sahara occidental depuis 2012 et surtout les décisions de 2015, 2016, 2018 ont donné à chaque fois plus de visibilité et de présence au conflit. L'Union européenne s'est rendue compte qu'elle est dans l'illégalité. Le Sahara occidental n'est pas marocain. À la Commission, au Conseil et dans les différentes chancelleries de l'Union européenne pendant les 7 dernières années, tout le monde a appris plus sur le Sahara occidental. Les décisions de la Cour confortent la présence et l'autorité du Front Polisario sur la scène européenne. La narration change un peu dans la presse européenne. Les gens se rendent compte de plus en plus que le Sahara occidental n'est pas marocain. Ils découvrent que ce n'est pas seulement un désert, qu'il y a des ressources naturelles, qu'il y a une colonisation de peuplement, qu'il y a un mur de séparation, qu'il y a des millions de mines, qu'il y a des réfugiés, qu'il y a des violations des droits de l'homme. Il faut aussi souligner qu'aucun texte sérieux de professeur de droit international européen n'est venu mettre en cause le raisonnement de la Cour en 2016 et en 2018. L'Union européenne ne peut dorénavant également, pour ce qui est du processus des Nations Unies, ça a mis en relief ce processus, d'autant plus que, comme vous le savez, c'est l'ex-président allemand, Horst Köhler, qui a été chargé par le secrétaire général des Nations Unies de s'occuper du dossier Sahara occidental et d'essayer de booster le processus de paix. Et M. Köhler est venu à 2 reprises à Bruxelles pour demander un peu plus un soutien, un apport plus ferme et plus conséquent à sa médiation de la part de l'Union européenne. Donc, il a vu le Conseil, il a vu la Commission, il a vu le Parlement européen, la Commission des affaires étrangères, et il suit de près la question. Et là, bien entendu, certainement, la décision de la Cour n'est pas étrangère, ou en tout cas a son impact sur ce nouvel intérêt. D'ailleurs, il vient d'inviter les 2 parties, le Front Polisario et le Maroc, ainsi que les 2 pays voisins, l'Algérie et la Mauritanie, à des négociations les 5 et 6 décembre 2018 à Genève. D'autre part, il faut rappeler que l'Union africaine, que le Maroc a voulu écarter du processus, a pris la décision lors du dernier sommet à Nouakchott de créer un troïka, un comité de 3 chefs d'État pour suivre la question du Sahara occidental et peut-être sa première réunion aura lieu au cours du mois de novembre de cette année. C'est dire que les choses bougent au niveau de la médiation onusienne. Bien sûr, le Conseil de sécurité a décidé d'écourter le mandat de la MINURSO au lieu de 12 mois, ce qui a été la règle pendant les 10 dernières années. En avril dernier, le Conseil de sécurité a décidé de l'écourter à 6 mois.
un message fort de la part du Conseil de sécurité qui dénote d'un certain intérêt, d'une manière aussi de faire pression sur les partis pour qu'on avance vers la direction de la solution. Malheureusement aussi dans ce cadre, il faut rappeler que la position française est à contre-courant. La France veut maintenir les 12 mois, veut maintenir le dossier oublié. Donc il ne faut pas le mettre dans le radar du Conseil de sécurité. Et même présentement, au moment où je parle, il y a un certain bras de fer entre la France et les États-Unis en ce qui concerne le mandat de la MINUSMA. Les États-Unis continuent de persister pour dire que c'est 6 mois, que la décision d'avril dernier a eu un bon résultat, un bon impact, parce qu'il y a en perspective une réunion des partis et qu'il ne faut pas lâcher prise, il faut continuer maintenir la pression alors que la France, avec le soutien de la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale, le Koweït, essaye de changer cette règle. Et jusqu'à ce jour, nous ne savons pas quelle a été la décision finale parce que le projet de résolution n'est pas encore en discussion au niveau du Conseil. Mais en tout cas, au cours des discussions préliminaires, les États-Unis ont insisté pour que ça continue d'être 6 mois et les Français ont refusé. Donc, un momentum que nous souhaitons se poursuivre et notre disponibilité est totale d'apporter tout ce qui pourrait aider M. Koller pour qu'une solution juste, conforme au droit international, conforme à la décision de la Cour européenne de justice, soit trouvée. Mesdames, Messieurs, à l'avenir, la priorité est d'assurer le respect et la pleine mise en œuvre des décisions de la Cour de justice de l'Union européenne. Pour cela, nous attendons de l'Union européenne qu'elle respecte les décisions de ses propres institutions, qu'elle fasse respecter le droit international et cesse de se rendre complice de l'occupation du Sahara occidental par le Maroc. L'extension de l'accord, en discussion actuellement, préjuge du processus de paix et contrarie les efforts de M. Koller avec toutes les conséquences pour la paix et la stabilité. Bien sûr, le Maroc essaye de vendre que c'est le rempart contre l'immigration illégale, contre le terrorisme ou un allié pour les affaires sécuritaires, etc. Et que si vous arrêtez de m'aider, ça va être le déluge, ça va être la fin du monde. Le chantage perpétuel. Retenez-moi, sinon, il y aura un malheur. Eh bien, il n'y aura pas de malheur. Le problème, c'est que c'est cette position européenne, malheureusement, et singulièrement de la France et de l'Espagne, pour le dire d'une manière crue, qui fait que l'Europe, au lieu d'être une partie de la solution, continue malheureusement à vouloir être une partie du conflit. La mise en œuvre de l'arrêt de la Cour européenne de 2016 est simple. Il existe 2 territoires distincts et séparés, de telle sorte qu'un accord signé avec le Maroc ne peut pas s'appliquer sur les territoires du Sahara occidental. Aussi, pour assurer le développement de ces territoires, il faut passer un accord avec les représentants de ce peuple, le Front Polisario. À cet égard, je rappelle que l'Union européenne a déjà passé un accord avec un mouvement de libération, l'Organisation de libération de la Palestine, donc ce ne sera pas une première. Malheureusement, politiquement et juridiquement, la Commission n'a rien à proposer, à part passer en force et gagner du temps. Comme on dit business as usual, les intérêts financiers priment sur la morale et bien entendu sur le droit. Voilà où nous en sommes. Donc nous avons besoin de toute votre solidarité. Nous avons aussi entrepris des actions au niveau de la France. Vous savez, il y a plus de 2 semaines, contre Chancerelle, mais aussi hier, nous avons fait présenter des plaintes contre la Banque nationale Paribas, la Société Générale, le Crédit Agricole, Transavia et UCPA qui organisent des voyages à Dakhla. Ce sont des sociétés françaises qui sont établies au Sahara occidental, qui participent à l'occupation du Sahara occidental, qui contribuent à l'occupation du Sahara occidental et qui soutiennent la colonisation de peuplement, donc un crime d'aide à la colonisation, parce que ça génère du travail pour les colons marocains, pour qu'ils s'installent au Sahara occidental, pour qu'ils s'enracinent au Sahara occidental, au moment où le Sahara occidental est considéré comme un territoire occupé. Et les conventions de Genève auxquelles le Front Polisario a souscrit
détermine bien que c'est le droit humanitaire qui compte dans ce cadre, et par conséquent, tout celui qui aide l'occupation commet un crime contre l'humanité. Je vous remercie infiniment.